faire les députés depuis l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale et le gouvernement, c'est bien une réforme qui va augmenter la durée de cotisation, qui va reporter l'âge d'ouverture des droits et diminuer les pensions, qui nous est proposée par Sarkozy, conduite par Woerth. C'est, de notre point de vue, une réforme qui aurait mérité un grand débat public de fond, car c'est bien un enjeu de société qu'on est en train d'essayer de casser. Mais c'est aussi une réforme qui fait peur au gouvernement. Du reste, quand on voit les sommes qui ont été engagées par ce dernier et la communication qu'ils en font autour en disant les mobilisations peuvent être de l'ampleur qu'elles voudront, en aucun cas elles bougeront, on a tendance à penser à la CGT que c'est pas par hasard que Sarkozy ait souhaité la procédure d'urgence, en souhaitant aussi que ce débat aille très vite et qu'il soit bouclé en 6 semaines. Donc contrairement aux affirmations qu'on peut écouter dans l'ensemble des médias, on sait que le gouvernement et les députés ou sénateurs craignent le mouvement social qui est en train de monter et qui va se confirmer dès le 23. On nous parle de négociation. Négociation, zéro. Aucune négociation n'a été menée avec les organisations syndicales. Quelques discussions. Et une dernière, à la rentrée, proposée par Éric Woerth, entre deux auditions, discussion à laquelle on n'a pas souhaité participer parce qu'aujourd'hui on considère qu'il n'y a plus de discussion à avoir avec le représentant de Sarkozy et donc que c'est en grande partie dans les mobilisations que doit se jouer la réforme des retraites. Dialogue social. On parle aussi beaucoup de dialogue social, notamment à l'Assemblée. Jean-François Copé l'a ramené 3 ou 4 fois. Alors venant de Copé, c'est quand même assez intéressant quand on voit l'acharnement qu'il a mis à faire en sorte que les organisations syndicales ne puissent pas être représentées, notamment dans les toutes petites entreprises. Voilà donc un simulacre de discussion avec les organisations syndicales, un simulacre aussi à l'Assemblée nationale. On nous a parlé beaucoup pendant la semaine de débat de comparaison européenne. Là aussi, ça nous a fait doucement rire quand on sait que la réforme qu'on nous propose est la réforme la plus dure qu'on aura en Europe. La réalité, c'est que cette réforme, c'est une réforme qui est commandée par le MEDEF et qui est faite pour répondre aux agences de notation et aux marchés financiers. Du reste, s'il n'y avait pas eu une crise financière et une pression aussi forte des agences de notation, visiblement on n'aurait pas eu de réforme des retraites, étant donné que Sarkozy ne l'avait pas inscrit dans son programme présidentiel. En réalité, cette réforme est bien consécutive à la crise que le gouvernement veut faire payer aux salariés qui en sont en rien responsables. Cette réforme, nous le disons depuis le début, est injuste et inefficace. Injuste parce qu'elle repose à plus de 85% sur les salariés. Injuste parce que les plus pénalisés de cette réforme seront les femmes. Aujourd'hui, les femmes, parce qu'elles ont eu des périodes d'interruption de carrière pour avoir des enfants, des temps partiels subis, prennent leur retraite à 65 ans. Demain, leur retraite, elles la prendront à 67 ans. Et quand on sait aujourd'hui que simplement que 44% des femmes justifient d'une carrière complète à 65 ans contre 86% des hommes, on peut imaginer ce que ça serait si cette réforme venait à passer. Cette réforme est injuste aussi parce qu'elle touche les jeunes qui sont déjà en Europe, ceux qui sont embauchés le plus tard, et on va leur dire aujourd'hui tu vas rester 2 ans de plus au chômage parce que ton père va falloir lui qui reste au boulot 2 ans de plus. Les jeunes, pour avoir un CDI, c'est entre 8 et 11 ans, alors que dans l'ensemble des pays européens, c'est entre 3 et 5 ans. Rallonger aussi 2 ans de l'âge légal de départ à la retraite, c'est créer 1 million d'emplois en moins. Cette réforme est injuste aussi parce qu'elle va pénaliser tous ceux qui ont commencé à travailler tôt. Et de notre point de vue, plutôt que de dire travailler plus, on ferait mieux de dire travailler tous. Inefficace parce qu'elle ne résout en rien les problèmes du financement. Et donc pour répondre à cette réforme proposée par Sarkozy, on formule des propositions à la CGT, à commencer par pas d'allongement de durée de cotisation, pas de remise en cause des 60 ans et des 65 ans sans décote et donc à taux plein, et la réindexation des pensions sur les salaires et non plus sur les prix. Il est pour nous impossible de dissocier retraite de l'emploi et des salaires. Salaire pour le niveau des cotisations et l'emploi, puisqu'un million d'emplois créés, c'est 5 milliards de cotisations en plus. Pour nous, la question retraite financée par le salaire et par l'emploi représente 50% du financement dont on a besoin. L'autre source de revenus pour nous,
c'est taxer l'ensemble des revenus du travail. Et quand je dis taxer l'ensemble des revenus du travail, c'est aussi, plus particulièrement pour les salariés, la participation à l'intéressement, mais surtout les stock options et encore plus fortement l'ensemble des dividendes versés aux actionnaires. On considère qu'il faut aussi différencier la taxation des entreprises selon leur nature. Est-ce qu'aujourd'hui il est normal qu'un petit artisan, qu'un petit commerçant soit taxé à la même hauteur que Total, ou que L'Oréal? Donc nous, c'est certainement pas, et donc il faut faire le rapport masse salariale sur valeur ajoutée, et donc plus la masse salariale est faible, moins les cotisations sont élevées. Par exemple, 81% de la masse salariale dans la construction, 31% dans l'immobilier, on est bien obligé de différencier. De la même manière, on est aussi obligé, de notre point de vue, de différencier en fonction de la politique menée par l'entreprise. On ne peut pas taxer une entreprise qui a une véritable politique salariale, une véritable politique de l'emploi ou d'amélioration des conditions de travail, de la même manière qu'on doit taxer une entreprise qui place sur les marchés financiers ou qui verse aux actionnaires. Notre quatrième proposition, c'est pas une pension inférieure à 75% du salaire, calculée sur les 10 meilleures années pour le privé, les 6 derniers mois pour le public. Et cinquième proposition, la reconnaissance des pénibilités, mais basée sur l'exposition au risque et non sur un quelconque taux d'incapacité, mais ça a été évoqué. Quand on sait, je reprends ce chiffre-là, qu'un salarié a 7 ans d'espérance de vie en moins qu'un cadre et 9 ans d'espérance de vie en bonne santé. Bien évidemment, notre sixième proposition, la prise en compte des années d'études et d'inactivité forcée, et enfin, le maintien des droits familiaux. Sur ce qu'aujourd'hui nous devons tous communiquer un petit peu sur le processus d'action. La loi qui vient d'être votée à l'Assemblée ne doit pas être considérée comme la réforme adoptée. Parce que dans la tête des Français, bien souvent, quand la loi se vote à l'Assemblée, une fois que l'Assemblée a voté, c'est terminé. Mais non, il y aura aussi le Sénat, il y aura la commission mixte parlementaire, mais dans tous les cas, et la discussion au Sénat, c'est plus compliqué qu'à l'Assemblée, il suffit de se rappeler le CPE en 2006, où les discussions ont été un petit peu plus difficiles. En tous les cas, on ne doit pas, nous, organisations syndicales, et c'est le point de vue de l'ensemble de nos camarades, lier notre mobilisation et notre calendrier d'action au calendrier parlementaire et gouvernemental. On va mobiliser le 23, une intersyndicale va se réunir, évidemment, il y aura des suites, et puis il est arrivé qu'une loi a été votée, qu'elle a été promulguée, qu'elle ne se soit jamais appliquée, donc pour nous le combat est terminé, et est commencé, et en aucun cas il s'arrêtera à la fin du débat parlementaire. Je crois qu'il faut aussi qu'on utilise l'enquête d'opinion. Près de 70% des Français sont pour la poursuite de la mobilisation. Et si à l'Assemblée, le gouvernement a gagné la première étape, il a perdu devant l'opinion publique. Et je crois qu'on doit le populariser et on doit faire encore gonfler ce chiffre. Pour nous, il faut qu'on mobilise, mais il faut qu'on mobilise dans les entreprises. On nous parle souvent dans les transports, mais dans les transports, on sait faire. Demain, on peut arrêter les transports, mais de notre point de vue, encore, ça ne suffira pas. Il faut qu'on ait des assemblées générales, et on a appelé au lendemain du 7 à tenir des assemblées générales dès le 8, dès le 9, dans l'ensemble des entreprises. Il faut que les salariés décident des suites qu'ils souhaitent donner. Il faut que les salariés arrivent à lier la question des retraites, mais aussi avec leurs revendications qu'ils défendent dans les entreprises. Sans ces assemblées générales, sans une montée puissante des salariés dans les entreprises et les services, on n'arrivera pas à une mobilisation de grande ampleur, bien au-delà de ce qu'on a fait le 7 et de ce qu'on va être capable de le 14, de ce qu'on va être capable de faire le 23. Et puis, nous on continue à encourager la signature de notre pétition. On en est aujourd'hui un peu plus de 645 000. On avait pris l'engagement de retourner déposer les signatures quand on en serait à 1 million, et on considère que la manifestation du 23 devrait nous y aider. Dans notre calendrier, on a inscrit aussi le 29, parce que le 29, manifestation contre les plans de rigueur au niveau européen, pour nous, la CGT est inscrite dans le calendrier d'action sur les retraites. Quand, par exemple, on regarde la déclaration de Barroso qui dit qu'on doit relever l'âge de départ en retraite dans l'ensemble des pays européens. Donc, pour nous, le 29 est inscrit dans le calendrier. On sera à Bruxelles avec
France emmener 10 000 manifestants, et on sera aussi dans des manifestations interrégionales partout dans le pays. Une minute. Pour nous, durcir le mouvement signifie l'élargir. Il n'y a pas d'autre solution de notre point de vue, parce qu'avoir des actions plus dures ne veut pas dire pour autant qu'on aura plus de salariés qui seront dans la mobilisation. Mais si on a plus de salariés dans la mobilisation, obligatoirement le mouvement se durcira, et Sarkozy, pas plus que les autres, sera obligé d'écouter le mécontentement. Si on dépasse les 2 700 000, si on dépasse les 2 millions, les 3 millions, il faudra que Sarkozy prenne en compte le message de la rue qui s'exprime. On l'a dit, Bernard Thibault l'a dit récemment, la CGT ira jusqu'au bout. On mettra tout en œuvre pour gagner, et nous devons tous être convaincus qu'il y a des possibilités. C'est clair que ça a été affirmé par Bernard Thibault, dans les débats publics, dans les meetings auxquels on participe, on ne lâchera rien. Alors après, c'est vrai, ma camarade de la FSU l'a dit, on a parfois des approches plus dans le vocabulaire qu'autres qui sont un petit peu différentes, mais aujourd'hui l'unité syndicale est totale. Du reste, Sarkozy avait dit à l'époque du CPE que portait Villepin, quand tous les syndicats sont réunis, c'est qu'il y a un vrai problème politique. Aujourd'hui, Sarkozy a un vrai problème politique. Voilà, je vais terminer en disant qu'aujourd'hui, personne n'est capable de savoir ce qui va se passer après le 23. Mais ce qu'on est sûr, et là encore, toutes les organisations syndicales, c'est qu'aucun gouvernement pourra résister à la pression de la rue si elle est vraiment forte.